À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment éliminer l'anxiété et l'inquiétude en utilisant des principes stoïciens. Ce sont 10 secrets que très peu de personnes appliquent, mais qui peuvent transformer complètement ta manière d'affronter le stress et l'incertitude. Imagine Laura, une professionnelle brillante qui vivait prisonnière de l'anxiété. Chaque nuit, elle avait du mal à dormir, repassant dans son esprit les erreurs de la journée et anticipant les problèmes du lendemain. Pendant la journée, ses épaules restaient tendues, sa mâchoire crispée, et elle n'arrivait même pas à savourer une tasse de café en silence. En réunion, son regard se perdait, incapable d'écouter réellement ses collègues pendant que son esprit sautait d'une inquiétude à l'autre. Un jour, sur la recommandation d'un ami, elle a commencé à mettre en place de petites habitudes stoïciennes. Au début, il y a eu de la résistance, des regards sceptiques, des questions gênantes sur son calme soudain. 3 mois plus tard, ses pensées ne la dominaient plus. Désormais, c'est elle qui domine ses pensées. Ses nuits sont paisibles, ses réponses directes. Au bureau, on l'aperçoit différemment, moins réactive, plus assurée. Ces secrets ne sont pas des phrases creuses ni des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques, éprouvés au fil des siècles, qui vont t'aider à reprendre le contrôle et à trouver la sérénité, même au cœur du chaos. La plupart des gens ne découvrent jamais le 7e, et c'est souvent celui qui fait toute la différence. Commençons. Secret numéro 1. Distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. L'anxiété se nourrit de la confusion. Lorsque tu ne sais pas ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas, ton esprit se disperse dans 1000 scénarios possibles, dont la plupart sont hors de ta portée. Le premier secret pour éliminer les préoccupations est de tracer une ligne invisible. D'un côté, ce qui dépend de toi, de l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction est plus qu'un exercice mental, c'est un outil pratique. Imagine que tu as un entretien d'embauche important. Tu peux contrôler ta préparation, ta ponctualité, ta présence et ton attitude pendant la conversation. Tu ne peux pas contrôler l'opinion préalable du recruteur, la concurrence, ni les décisions internes de l'entreprise. Si tu t'obsèdes avec tout le processus, tu t'épuises en spéculation et en nervosité. Mais si tu concentres ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi, ta préparation et ton attitude, tu libères une énorme quantité d'espace mental. Cela ne signifie pas résignation, cela signifie stratégie. Tu diriges tes efforts là où ils peuvent vraiment faire la différence. Ce principe s'applique dans n'importe quelle situation. Pense à une dispute familiale. Tu peux contrôler ce que tu dis, le ton que tu utilises et ta disposition à écouter. Tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre, ni son humeur, ni les mots qu'il choisit. Pourtant, la plupart des gens investissent leur énergie à essayer de manipuler l'incontrôlable. Ils cherchent la réponse parfaite, anticipent la colère ou l'incompréhension, s'imaginent des scénarios qui n'arrivent jamais. Cela ne fait qu'augmenter l'anxiété. Regarde le cas de quelqu'un qui attend le résultat d'un examen médical. La peur s'intensifie parce que l'esprit essaie de contrôler le résultat, quelque chose qui lui échappe complètement. Mais il peut contrôler sa réponse, comment il gère l'attente, comment il prend soin de lui, ce qu'il décide de faire de son temps jusqu'à recevoir la nouvelle. La différence entre l'angoisse et le calme se trouve précisément à ce point. Distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas n'est pas facile au début, car l'esprit a tendance à les mélanger. Mais c'est une compétence qui s'entraîne. Fais-le de manière active. Face à toute préoccupation, écris-la sur une feuille et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, lâche prise. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'intelligence émotionnelle. Le temps et l'énergie que tu économises en arrêtant de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi, tu peux les investir dans ce que tu peux véritablement transformer. C'est ainsi que l'anxiété s'affaiblit, avec de la clarté. Quand tu sais où s'arrête ta portée, tu cesses de livrer des batailles perdues d'avance. Ce que tu peux contrôler, tu l'améliores. Ce que tu ne peux pas, tu l'acceptes.
C'est là la base de la tranquillité d'esprit. Deuxième secret, visualiser le pire scénario pour lui enlever son pouvoir. As-tu peur de tout perdre? Fais l'exercice. Imagine cette catastrophe dans tous ses détails. Ne te cache pas derrière l'espoir. Ne prie pas pour qu'elle n'arrive pas. Regarde-la en face, mets-la à nu. Tu perds ton travail? Visualise l'appel, le visage du patron, le silence. Tu te retrouves sans argent? Ressens le poids du compte vide, l'inconfort de demander de l'aide, la fierté avalée. Un échec? Savoure le ridicule, la honte, l'écho des regards des autres. Et après? Tu es toujours vivant, humilié, blessé, mais vivant. La peur qui te ronge de l'intérieur est un fantôme gonflé. Quand tu la regardes sans filtre, elle rétrécit. Le pire scénario est désagréable, inconfortable, mais ce n'est presque jamais la fin. Le monde ne s'arrête pas parce que tu échoues. La vérité, la plupart des gens ne regardent pas et personne ne se soucie autant de ta chute que toi. Alors, arrête de nourrir le monstre dans l'obscurité, sors-le à la lumière et regarde-le bien. Il n'est pas invincible. Il ne te contrôle que si tu lui échappes. Arrête de perdre du temps à souffrir pour ce qui pourrait arriver. Le pire scénario n'est que cela, un scénario, pas ta sentence. Si tu l'acceptes, il ne peut plus t'effrayer. Si tu peux le supporter dans ton esprit, tu peux le supporter dans la vie. Secret numéro 3. Pratiquer le détachement émotionnel face aux résultats. La routine quotidienne oscille entre action et conséquence. Une décision, une conversation, un effort. Le résultat arrive ensuite. Parfois il est favorable, parfois non. Le corps réagit, le pouls change, l'esprit s'accélère, l'attention se fixe sur ce qu'on ne peut pas contrôler. L'attente devient un fardeau. Le résultat est analysé, jugé, comparé. L'attachement à l'issue génère tension, insatisfaction, inquiétude qui ne disparaît pas. Le détachement émotionnel face au résultat est une pratique d'observation. L'action est réalisée de façon délibérée. Le résultat est accepté tel qu'il est. Il n'y a pas de célébration excessive en cas de succès, pas d'effondrement en cas d'échec. Il s'agit simplement d'enregistrer ce qui se passe. L'attention reste sur le comportement, non sur l'issue. Le travail se trouve dans l'action, non dans la récompense. Dans cet état, l'esprit ne se disperse pas dans des scénarios hypothétiques. Le présent demeure le seul espace d'influence. L'effort se dirige vers ce qui dépend de soi. Le reste est relâché. Le calme apparaît lorsqu'on cesse d'exiger que la réalité corresponde à nos attentes. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline pour ne pas se perdre dans ce qui n'est déjà plus sous contrôle. Ainsi, l'anxiété diminue. Ainsi, l'inquiétude perd de sa force. Le résultat cesse d'être une menace ou une promesse. Il est simplement. Et l'on continue d'avancer. Secret numéro 4. Te concentrer sur le présent, pas sur un futur hypothétique. T'est-il déjà arrivé que ton esprit voyage tout seul vers le pire scénario possible? Soudain, tu te retrouves à imaginer des disputes qui n'ont jamais eu lieu, des problèmes qui peut-être n'arriveront jamais, et tu ressens le poids d'un avenir qui n'existe pas encore. C'est épuisant. Vivre dans cet état d'alerte constant te vide, t'enlève de l'énergie et t'empêche de profiter de ce que tu as juste devant toi en ce moment. Tu n'es pas le seul. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, piégés par ce piège mental. Il est facile de se perdre dans le « et si ». Et si je n'obtiens pas ce travail? Et si je perds ce que j'ai? Et si quelque chose se passe mal? Mais combien de fois ces peurs se réalisent-elles vraiment? Combien de vies t'as échappé pendant que ton esprit se préoccupait de menaces qui n'existent que dans ton imagination? Quand tu te concentres sur le présent, quelque chose change. Tu respires. Tu remarques ce que tu as près de toi, ce que tu peux toucher, ce que tu peux faire aujourd'hui. L'anxiété se nourrit de scénarios futurs. La sérénité se construit sur ce que tu peux contrôler maintenant. Tu peux te demander, que se passe-t-il réellement en ce moment?
Que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant, pas avec ce que j'imagine qui pourrait arriver? Parfois, le présent n'est pas parfait. Il peut y avoir des défis, de l'inconfort, même de la douleur. Mais le futur hypothétique est souvent bien plus effrayant, car il n'a pas de limite. Ton esprit peut tout inventer. Et plus tu passes de temps là-bas, moins tu as la capacité de répondre à ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui vient, mais de ne pas laisser les possibilités te paralyser. Quand tu reviens au présent, tu reprends le contrôle. Tu peux agir, décider, respirer. À quoi ressemblerait ta journée si tu cessais d'anticiper des problèmes et te consacrais à ce qui est devant toi? Qu'est-ce que tu pourrais découvrir si tu arrêtais de te battre contre des fantômes et te concentrais sur ce qui est tangible? Aujourd'hui, en cet instant, de quoi peux-tu vraiment t'occuper? 5e secret. Accepter l'impermanence de toute chose. Rien ne demeure. Les objets s'usent, les relations changent, les émotions fluctuent. Un jour, la routine se brise. Un message inattendu, une nouvelle, une perte, et l'échiquier de la vie se réorganise sans demander la permission. Ce qui semble solide aujourd'hui n'est, demain, qu'un souvenir diffus. La jeunesse, la santé, même la douleur, tout suit le même cycle d'apparition et de disparition. Observer cela, sans fioriture, montre clairement que l'anxiété de vouloir contrôler les résultats est un effort vain. S'accrocher à ce qui est déjà en train de changer ne fait qu'augmenter la souffrance. La nature ne négocie pas. Chaque commencement porte en lui sa propre fin. Vivre sous l'illusion de la permanence crée des attentes rigides. On planifie comme si le monde suivait un scénario personnel. Mais l'incertitude est la seule constante. Certains essaient de résister, luttant contre le cours naturel et finissent épuisés, déçus. D'autres choisissent de s'adapter, suivent les changements, ajustent leurs pas lorsque le terrain devient instable. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est une position lucide. Profiter de ce qui est, tant que c'est là, en sachant qu'à tout moment, cela peut disparaître. Ainsi, le souci perd de sa force. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre la dynamique réelle de l'existence. Accepter l'impermanence, c'est regarder en face la fragilité de toute chose. Rien ne s'arrête. Le soulagement vient lorsqu'on lâche le besoin que tout dure. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Le calme naît de cette acceptation. Secret 6. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses. L'anxiété se manifeste souvent comme une voix insistante dans l'esprit, répétant sans relâche des menaces, des scénarios catastrophiques et des doutes. Dans cet état, l'émotion domine et la logique se retire. Mais il existe un outil capable de rétablir l'équilibre. La raison. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une méthode concrète pour désamorcer la machinerie intérieure qui alimente la peur. La première étape consiste à identifier la pensée qui génère l'inquiétude. Par exemple, l'idée que quelque chose de mauvais va arriver ou je ne serai pas capable de résoudre ce problème. Une fois isolée, elle est examinée à l'aide de questions directes. Quelle preuve ai-je que cela va se produire? Est-ce déjà arrivé auparavant? Si c'est arrivé, est-ce que c'était aussi grave que je l'imaginais? Quelles alternatives existent? Suis-je en train d'ignorer des éléments qui contredisent cette crainte? Cette série de questions agit comme une loupe sur la distorsion, révélant sa fragilité. En pratique, cela signifie ne pas accepter la première impulsion de l'esprit comme une vérité absolue. Imagine quelqu'un qui craint de perdre son emploi après avoir commis une petite erreur. Son esprit projette un avenir fait d'échecs et de ruines. Mais, en analysant la situation de manière rationnelle, il découvre qu'il n'a jamais été licencié pour des erreurs similaires, que l'entreprise dispose de protocoles pour corriger les problèmes et que d'autres collègues ont commis des fautes sans conséquences graves. La peur perd de sa force lorsqu'elle est exposée à la lumière des faits.
Il ne s'agit pas de forcer l'optimisme ni de nier les risques réels, mais de distinguer entre ce qui est possible et ce qui est probable, entre la peur et la réalité. La raison n'élimine pas automatiquement l'anxiété, mais en réduit l'intensité et permet de prendre des décisions plus équilibrées. Ainsi, l'esprit cesse d'être l'otage de ses propres fantasmes et retrouve le contrôle. Cette technique demande de la pratique. L'esprit anxieux est habile à déguiser des suppositions en certitudes, à exagérer les menaces et à minimiser les ressources. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir encore et encore à l'interrogation rationnelle. Ce que je pense, est-ce un fait ou une interprétation? Suis-je en train d'exagérer la probabilité d'une issue négative? Que puis-je réellement faire, ici et maintenant? À mesure que cette habitude se renforce, l'anxiété perd sa capacité à dicter le cours des pensées. La peur cesse d'être un tyran invisible et devient un adversaire identifiable, auquel on peut répondre par des arguments, et non seulement par l'évitement ou la résignation. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses est une discipline quotidienne. Elle ne promet pas la disparition totale de la peur, mais offre la possibilité de vivre avec plus de clarté, sans succomber à chaque alarme intérieure. Le calme naît, non pas de l'ignorance des problèmes, mais du fait de les affronter avec la lucidité qu'apporte une analyse honnête et détachée. 7e secret. Se rappeler que ce sont tes jugements qui créent la souffrance, pas les faits. Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet. Et tu peux effacer ce jugement à l'instant même. Marc Aurèle a laissé cet avertissement comme un rappel à ceux qui cherchent la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. La plupart du temps, ce n'est pas l'événement en soi qui nous brise, mais l'interprétation que nous en faisons. L'esprit humain a l'habitude d'ajouter des couches de signification, d'anticiper des catastrophes, de construire des récits où les faits ne sont que le point de départ et où la souffrance se multiplie dans l'interprétation. Un message sans réponse, un regard de désapprobation, un échec inattendu. Le fait est neutre, mais le jugement que nous portons sur lui l'imprègne d'anxiété, de peur, d'angoisse. Observe avec honnêteté combien de fois t'es-tu senti prisonnier de pensées qui tournent en boucle, alimentées par des suppositions et des peurs qui ne se matérialisent jamais. Dans ces moments-là, ce qui te blesse, ce n'est pas la situation, mais l'histoire que tu racontes à son sujet. Le jugement transforme une petite gêne en blessure, une incertitude en menace, une perte en abîme. La souffrance grandit à mesure que tu insistes à interpréter, à qualifier, à ressasser ce qui aurait pu être ou ce que tu crains qui advienne. L'antidote consiste à suspendre le jugement, à regarder les faits à nu, sans ornement ni condamnation. Il ne s'agit pas de nier ce qui arrive, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le pouvoir de te blesser réside davantage dans ton esprit que dans le monde. À chaque instant, tu peux choisir d'examiner ta réaction et de te demander: est-ce un fait ou mon opinion sur le fait? Est-ce que je vois ce qui est ou ce que je crains que ce soit? Pratiquer ce discernement n'est pas facile. Mais chaque fois que tu parviens à séparer le fait de l'interprétation, tu récupères une part de ta liberté intérieure. Tu cesses d'être l'otage de tes pensées et tu deviens leur témoin. L'anxiété perd de sa force parce que tu n'alimentes plus le feu avec des jugements inutiles. L'inquiétude se dissout quand tu comprends que la plupart de tes tempêtes naissent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Rappelle-toi, la douleur peut être inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et la clé pour l'arrêter réside dans ta capacité à juger moins et à accepter davantage. Secret numéro 8. Limiter ton exposition aux stimuli inutiles. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter le flux constant d'informations, d'images et de sons qui nous entourent aujourd'hui. Chaque notification, chaque message, chaque fragment de contenu que tu consommes laisse une trace, aussi minime soit-elle. Le problème n'est pas seulement l'excès, mais aussi la qualité et la pertinence de ce que nous laissons entrer.
Lorsque tu t'exposes sans filtre aux réseaux sociaux, aux actualités alarmistes, aux conversations banales, ton attention se fragmente et ton énergie mentale se disperse. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une passoire. Tu as beau faire des efforts, le calme s'échappe. Imagine que chaque stimulus est comme une goutte tombant dans un verre. Quelques gouttes ne changent rien, mais si le flux est constant, le verre déborde. Il en est ainsi de l'anxiété. Elle ne provient pas uniquement de grands problèmes, mais de l'accumulation silencieuse de petites distractions, d'interruptions et de sollicitations sans importance. Le résultat, un esprit saturé, incapable de distinguer l'essentiel du superflu. C'est pourquoi limiter l'exposition n'est pas un acte de fuite, mais de protection et de clarté. Prends l'exemple de quelqu'un qui commence sa journée en consultant son téléphone au lit. 10 minutes de gros titres négatifs, de messages sans importance et de vidéos virales. Avant même de sortir de la chambre, son esprit est déjà colonisé par des inquiétudes étrangères, des comparaisons vides et un sentiment d'urgence artificielle. Puis, tout au long de la journée, chaque pause est remplie de nouveaux stimuli. Podcast pendant le petit déjeuner, notifications pendant le travail, mise à jour pendant les trajets. À la fin de la journée, la fatigue mentale est inévitable, mais la cause n'est pas toujours reconnue. Ce n'était pas le travail, c'était le bruit constant. Limiter l'exposition signifie choisir ce que tu laisses entrer. Il ne s'agit pas de se déconnecter de tout, mais de filtrer avec discernement. Demande-toi avant de consommer. Est-ce que cela m'apporte quelque chose ou cela prend-il simplement de la place? Ce contenu m'apporte-t-il de la clarté, de l'inspiration ou ajoute-t-il simplement du bruit? L'exercice peut sembler anodin, mais il est radicalement transformateur. En réduisant le flux de stimuli inutiles, tu reprends le contrôle de ton attention et tu rétablis ton énergie mentale. La pratique peut commencer par des gestes simples. Mets en sourdine les notifications qui ne nécessitent pas de réponse immédiate. Prends des moments sans écran dans la journée, ne serait-ce que pour de courts instants. Supprime les sources d'informations redondantes. Apprends à tolérer le silence et le vide au lieu de vouloir les remplir compulsivement. Tu remarqueras que l'anxiété diminue, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que ton esprit retrouve l'espace pour traiter, décider et répondre au lieu de simplement réagir. La différence est tangible. Moins de stimuli, plus de présence, moins de dispersion, plus de profondeur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un choix conscient. De la même façon que tu fais attention à ce que tu manges pour nourrir ton corps, veille à ce que tu consommes mentalement pour préserver ta paix. Limiter ton exposition à l'inutile n'est pas un renoncement, c'est une affirmation de ce qui compte vraiment. Le calme ne se trouve pas en cherchant plus, mais en choisissant mieux. Secret numéro 9. Transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Faire face aux obstacles n'est pas un choix. C'est une partie de la vie. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Le travail se complique, une relation se termine, un projet échoue. Tu ressens cette pression dans la poitrine, l'esprit s'emballe, les doutes apparaissent. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Comment continuer après ça? Derrière chaque question se cache une opportunité. Non pas pour éviter la douleur ou faire comme si de rien n'était, mais pour regarder en face ce qui te freine. Qu'est-ce que cet obstacle est en train de t'enseigner? Parfois, la croissance ne se manifeste pas sous la forme d'un succès immédiat, mais à travers la résistance, la patience et l'apprentissage. Quand tout va bien, il n'y a aucune raison de changer. Mais quand la vie te met à l'épreuve, c'est là que la véritable opportunité de te transformer apparaît. Pense aux fois où quelque chose s'est mal passé et avec le temps, tu t'es rendu compte que c'était une leçon. Peut-être as-tu perdu un emploi et découvert une vocation différente. Peut-être qu'une déception t'a appris à poser des limites. Il est facile de comprendre cela avec du recul, mais lorsque tu es au cœur de la tempête, il est difficile de le voir clairement.
Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères. Au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, essaie de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme un maître exigeant qui t'oblige à grandir. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent devenir plus fortes après une crise? Ce n'est ni de la chance ni un hasard, c'est un choix. Elles décident de voir l'obstacle comme un défi et non comme une condamnation. Elles reconnaissent que, même si elles ne contrôlent pas ce qui arrive, elles peuvent choisir comment y répondre. Et si tu regardais tes propres problèmes sous cet angle, comment ta journée changerait-elle si chaque difficulté devenait une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même? Parfois, ce que nous craignons le plus de perdre est précisément ce qui nous empêche d'avancer. Et lorsque nous finissons par le lâcher, l'espace pour quelque chose de nouveau apparaît. La prochaine fois que tu seras confronté à un obstacle, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas la seule personne à traverser des difficultés et tu n'es pas faible parce que tu te sens submergé. Mais tu as le choix. Tu peux laisser l'obstacle t'arrêter ou tu peux choisir de grandir à partir de lui. Qu'est-ce que tu vas décider? 10e secret. Assumer que la tranquillité dépend uniquement de ton attitude, jamais des circonstances. C'est ici que prend fin l'illusion la plus coûteuse, la croyance que le calme viendra lorsque tout sera en ordre à l'extérieur, qu'il suffit de résoudre tes problèmes, que si tu obtiens le travail, le partenaire, la santé, l'argent, alors enfin, tu pourras respirer. Depuis combien de temps attends-tu ce moment? Combien de fois l'as-tu effleuré du bout des doigts, juste pour voir comment il se dissout dès que le vent change? La vérité, c'est que la vie ne cesse jamais de bouger. Les problèmes ne disparaissent pas, ils changent seulement de nom et de forme. Tu crois que le prochain objectif sera le dernier, qu'après tu te sentiras enfin en paix. Mais l'anxiété trouve toujours une porte d'entrée, une conversation gênante, une nouvelle inattendue, un regard de désapprobation. L'inquiétude est un parasite qui se nourrit de ton espoir de contrôle. Regarde en arrière. Chaque fois que tu as atteint quelque chose que tu voulais, combien de temps a duré la tranquillité? Un jour, une semaine, un mois avant que l'esprit ne trouve une nouvelle raison de s'inquiéter? Le cycle est interminable si tu continues à parier que le calme vient de l'extérieur. Il n'existe aucune circonstance parfaite, aucun scénario où tout serait sous contrôle. La vie est une succession d'incertitudes, de problèmes, de pertes, de changements. Vouloir que le monde s'adapte à tes désirs est la recette la plus sûre pour la frustration et l'anxiété chronique. Tu peux passer toute ta vie à attendre que l'environnement t'offre une trêve, mais elle ne viendra jamais. Le monde n'est pas conçu pour te donner la paix. Il ne l'a jamais été. La seule variable que tu peux contrôler, c'est ton attitude. Et ce n'est pas de l'optimisme bon marché, ni du positivisme superficiel. C'est l'acceptation brutale que la douleur, le chaos, l'injustice et la perte sont inévitables. Que personne ne viendra te sauver de tes pensées. Que personne ne va te garantir un lendemain sans secousse. Si ta tranquillité dépend du fait que tout se passe bien, tu seras toujours à la merci du hasard. Ta paix sera l'otage de ce que tu ne peux pas contrôler. Le secret, c'est d'arrêter de négocier avec la réalité, d'arrêter d'exiger des garanties à la vie. Le calme naît quand tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur la manière dont tu y réponds. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», la vraie question est « qu'est-ce que je vais faire de ce que la vie me donne à vivre ?» L'attitude est la dernière liberté. Tu peux tout perdre, mais personne ne peut t'obliger à renoncer à ta dignité intérieure, à ta capacité de choisir ta réaction. C'est la seule chose qui t'appartienne vraiment. La tranquillité n'arrive pas quand tout est résolu, mais lorsque tu acceptes que cela ne le sera jamais tout à fait. Quand tu comprends que les vagues continueront de déferler, mais que tu peux apprendre à rester debout au cœur de la tempête. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique.
Il n'y a que le travail quotidien de regarder le chaos en face et de décider de ne pas le laisser te détruire de l'intérieur. Voici la fin inconfortable. La paix n'arrive que lorsque tu cesses de l'attendre du monde et que tu la construis de l'intérieur, brique après brique, même quand tout dehors menace de s'effondrer. Si tu n'assumes pas cette responsabilité, prépare-toi à vivre toujours au bord du gouffre, en attendant un miracle qui ne viendra jamais. L'anxiété ne disparaît pas par magie, pas plus que l'inquiétude. Ce sont des réactions humaines, mais elles ne sont pas immuables. Tu peux les laisser te dominer ou apprendre à les regarder autrement. Il existe deux types de personnes, celles qui laissent l'incontrôlable gouverner leur esprit et celles qui se concentrent uniquement sur ce qu'elles peuvent gérer. Les uns réagissent sans relâche, les autres choisissent froidement à quoi ils donnent du pouvoir. Dans une salle d'attente, certains tournent en rond, vérifiant leur téléphone chaque minute. D'autres restent assis, respirant, sans bouger un muscle. Dans la file du supermarché, certains soupirent et regardent l'heure. D'autres observent ce qui se passe sans s'agiter. Tu peux passer ta vie à attendre que les circonstances changent ou accepter que le calme est une décision intérieure, non un cadeau venu de l'extérieur. Il n'y a pas de troisième voie. Tu peux choisir, continuer à nourrir tes pensées anxieuses ou commencer à les remettre en question et à réduire leur influence. Il n'y a pas de plan C. Le reste ne dépend ni de rien, ni de personne d'autre. La perception change et les autres le remarquent. Moins de questions, moins d'explications, plus de respect dans les silences. Si cela t'a parlé, abonne-toi. Dans le flux de la vie moderne, où les mots se perdent souvent dans le superficiel, une question fondamentale se pose: pouvons-nous manifester notre vraie valeur sans dire un seul mot? Pouvons-nous comprendre l'essence et les intentions des autres au-delà de leur discours? La sagesse stoïcienne répond par l'affirmative, affirmant que la véritable force et la valeur d'un individu se révèlent à travers ses actions et non à travers ses paroles. Cette approche nous invite à redécouvrir et réaffirmer notre valeur intrinsèque à travers des actions porteuses de sens. Je propose un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle, guidé par les principes du stoïcisme. Cette philosophie, loin de promouvoir l'insensibilité, nous apprend à identifier ce qui compte vraiment dans la vie. À travers ce voyage, vous apprendrez à manifester votre valeur doucement, mais puissamment, devenant ainsi une inspiration et une force pour vous-même et pour les autres. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce voyage pour trouver des enseignements essentiels qui vous aideront à relever n'importe quel défi avec résilience et sagesse. Découvrez comment le stoïcisme peut être la boussole qui vous guide vers une vie pleine de valeur et de sens. Commençons. Présentez-vous avec dignité. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que notre essence est raisonnable et sociale. Se présenter avec dignité signifie accepter ces vérités fondamentales. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous nous habillons ou des mots que nous choisissons, mais aussi de la façon dont nous vivons et interagissons avec nous-mêmes et avec les autres. La dignité, du point de vue stoïcien, est une manifestation de la connaissance de soi, de l'autodiscipline et de la bienveillance. Se connaître est essentiel. Marc Aurèle et Épictète enseignent que nous devons comprendre nos passions et nos vertus. Se présenter dignement est un acte d'authenticité, montrant notre véritable essence sans masque. L'autodiscipline est la clé. Cela signifie contrôler nos perceptions et nos actions, en agissant toujours avec respect envers soi-même et envers les autres. Cela signifie rester fidèle à nos valeurs, même face aux pressions extérieures. La générosité est également cruciale. Traiter les autres avec respect et considération reflète notre force intérieure. Cette générosité n'est pas une faiblesse, mais un signe de confiance en soi. Vivre avec un objectif clair, guidé par nos valeurs, est essentiel. Nos actions doivent rechercher non seulement le bénéfice personnel, mais aussi le bien commun.
Face à l'adversité, il est vital de garder son sang-froid et de relever les défis avec courage. Les stoïciens voient l'adversité comme une opportunité de grandir. Choisir d'agir avec dignité, c'est exercer notre liberté la plus fondamentale. Chaque instant est une occasion de nous présenter avec dignité, de nous élever et d'élever les autres. Dans chaque pensée, parole et action, nous pouvons définir l'essence d'une vie stoïcienne. Limiter l'accès. À l'ère du numérique, limiter l'accès à nos vies peut sembler démodé. Cependant, d'un point de vue stoïcien, il s'agit d'un acte de profond respect pour nous-mêmes et nos valeurs. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse, nous enseigne que tout ne doit pas être partagé et que tous les moments ne nécessitent pas une ouverture totale. Cette philosophie nous invite à préserver notre espace intérieur et à discerner soigneusement à qui nous permettons l'accès aux parties les plus intimes de notre être. Limiter l'accès ne cherche pas à accroître notre attractivité par la rareté, mais plutôt à démontrer l'estime de soi et le respect de notre valeur. Comme un temple antique, nous devons être sélectifs quant aux personnes que nous autorisons à entrer dans notre espace personnel, émotionnel et spirituel. Cette approche n'est pas arrogante, mais plutôt une reconnaissance du fait que notre temps et notre énergie sont précieux. L'autodiscipline, pilier du stoïcisme, exige de maîtriser l'impulsivité du partage et d'être toujours disponible. Cela nécessite de se connaître profondément et d'établir des limites saines. Limiter l'accès protège notre vie privée et augmente sa valeur, puisque la véritable connexion naît de la qualité et de la profondeur des moments partagés, et non de la quantité. La maîtrise de soi émotionnelle protège notre paix intérieure, en reconnaissant que toutes les opinions ne valent pas la peine de nous déranger. Cet acte de souveraineté personnelle nous permet de décider avec qui et comment nous partageons notre vie, garantissant que nos interactions sont authentiques et enrichissantes. Limiter l'accès nous aligne sur nos valeurs, consacrer du temps et de l'énergie à ceux qui nous fait vraiment grandir et partager notre vie avec ceux qui respectent et enrichissent notre être. Cette pratique communique notre valeur et ouvre la voie à des relations plus profondes et plus authentiques. Dans un monde qui privilégie la quantité à la qualité, cette leçon stoïcienne nous rappelle que notre attention, notre temps et notre amour sont des atouts précieux qui doivent être partagés avec intention et discernement. Connaissez votre valeur. Le stoïcisme nous offre des conseils inestimables pour comprendre et cultiver notre propre valeur au-delà de la validation externe. Cette philosophie nous enseigne que notre valeur ne se mesure pas par nos possessions ou nos réalisations, mais par la qualité de notre caractère et de nos actions. Il nous invite à regarder à l'intérieur et à reconnaître la force et la vertu qui résident en notre être. Les stoïciens croyaient que chaque être humain avait une valeur inhérente, dérivée de la raison et de la capacité de vivre selon la nature et la vertu. Cette valeur est constante et appropriée, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète, un enseignant stoïcien, a enseigné que nous sommes responsables du maintien de notre dignité et de notre vertu. La première étape pour reconnaître notre valeur est la connaissance de soi. Examiner honnêtement nos croyances et nos actions nous permet d'identifier nos forces et nos faiblesses. La vertu, excellence du caractère, est le bien le plus élevé et la véritable source du bonheur. Vivre vertueusement, par la justice, la tempérance, le courage et la sagesse, affirme notre valeur et contribue au bien-être de la communauté. Un enseignement libérateur du stoïcisme consiste à faire la différence entre ceux qui est et ceux qui n'est pas sous notre contrôle. L'opinion des autres ne doit pas définir notre valeur personnelle. L'important est d'agir selon nos principes. Les défis et les échecs sont des opportunités de renforcer notre caractère et de réaffirmer notre valeur. Reconnaître notre valeur implique également notre responsabilité envers les autres.
Contribuer et servir la communauté valide notre dignité et notre objectif. Connaître votre valeur du point de vue stoïcien, c'est comprendre qu'elle réside dans votre capacité à vivre vertueusement, à agir avec intégrité et à contribuer au bien-être des autres. Il s'agit d'un voyage continu de croissance, d'apprentissage et de contribution, guidé par le stoïcisme vers une vie pleine de sens et de dignité. Agir avec des limites. Fixer des limites peut paraître simple en théorie, mais cela s'avère complexe en pratique, surtout dans un monde de relations fluides et d'intentions ambiguës. Du point de vue stoïcien, agir avec des limites est un exercice d'affirmation de soi et de sagesse. Ce principe nous pousse à définir clairement ce que nous acceptons de nous-mêmes et des autres, et à vivre conformément à ces principes, en faisant preuve de respect pour notre essence et nos relations. Pour les stoïciens, la vertu est le bien le plus élevé, et les limites reflètent la sagesse. Comprendre et accepter. Ce qui est sous notre contrôle est essentiel. Les frontières ne sont pas des barrières, mais des démarcations qui permettent des interactions saines, protégeant notre espace intérieur du désordre. Agir avec des limites commence par la conscience de soi, un exercice constant d'introspection pour connaître nos besoins et nos valeurs. La cohérence entre les paroles et les actions est cruciale. Fixer des limites sans agir en conséquence ne sert à rien. Cela nécessite la force de dire non lorsque nos limites sont franchies, en gardant une fermeté calme. Quand quelqu'un ignore nos limites, la réponse stoïcienne est la droiture et non la vengeance. Nous pouvons nous éloigner, avoir des conversations honnêtes ou redéfinir nos relations, toujours avec maîtrise de soi et respect. Dans les relations, agir avec des limites crée des interactions respectueuses et authentiques. Montrer que nous valorisons notre bien-être invite les autres à faire de même. La pleine conscience, même si elle n'est pas issue du stoïcisme, complète cette pratique en nous permettant d'agir en cohérence avec nos limites. Agir avec des limites est un acte d'authenticité, reflétant nos principes les plus élevés. Ce faisant, nous nous protégeons et respectons nous-mêmes et les autres, favorisant un environnement où la dignité et la vertu peuvent s'épanouir. Concentrez-vous sur les actions. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable caractère d'une personne se révèle à travers ses actions, pas seulement ses paroles. Ceci est crucial dans les relations personnelles, où les promesses peuvent être remplacées par des gestes et des attitudes cohérents. Dans un monde saturé de communication éphémère, le stoïcisme offre une perspective rafraîchissante, se concentrer sur les actions pour discerner la vérité. Les mots sont faciles à prononcer et à façonner, mais les actions nécessitent des efforts et une cohérence avec les valeurs proclamées. Les actions constituent la preuve la plus fiable du caractère humain et reflètent le mieux la volonté et l'intégrité d'une personne. Le stoïcisme valorise la cohérence entre les paroles et les actes, révélatrice d'un caractère solide et vertueux. Observer cette cohérence renforce la confiance et l'authenticité dans les relations. Le véritable test de caractère se révèle dans les moments de pression ou de crise, où les actions montrent la sincérité des intentions et des engagements. De plus, le stoïcisme nous pousse à assumer la responsabilité de nos propres actions, en choisissant la manière dont nous réagissons à la vie et traitons les autres. Cette approche active et délibérée souligne que nos actions sont l'instrument le plus puissant de changement personnel et de bien-être. Adopter cette perspective stoïcienne nous encourage à rechercher la cohérence entre ce que nous disons et faisons, à valoriser l'intégrité et l'authenticité et à reconnaître que nos actions, plus que nos paroles, définissent qui nous sommes et ce que nous valorisons. Se concentrer sur les actions cultive des relations significatives basées sur la force de nos actions, nous guidant vers une existence plus authentique et vertueuse. Un scepticisme sain.
Dans la philosophie stoïcienne, un scepticisme sain est un outil essentiel pour naviguer dans la vie. Il ne s'agit pas ici de cynisme ou de méfiance constante, mais bien d'un jugement clair et rationnel. Il nous invite à remettre en question, à ne pas accepter les choses à première vue et à chercher la vérité derrière les apparences en s'alignant sur le principe stoïcien de vivre selon la raison et la vertu. Pour les stoïciens, la recherche de la vérité est fondamentale. Un scepticisme sain agit comme une boussole, nous guidant à travers les illusions vers une compréhension plus profonde de la réalité. En appliquant un filtre critique à l'information, nous évaluons sa véracité, son origine et sa pertinence, nous protégeant ainsi de la manipulation et nous permettant de prendre des décisions éclairées. Dans les relations, un scepticisme sain nous apprend à observer la cohérence entre les paroles et les actions. Cela nous encourage à regarder au-delà des promesses et des déclarations, en évaluant si elles correspondent aux faits. Cela nous aide à établir des relations authentiques et à maintenir notre intégrité personnelle. Le défi consiste à trouver un équilibre entre un scepticisme sain et une ouverture aux autres. Cela nous protège de la crédulité et de la déception, mais trop de choses peuvent conduire à l'isolement. La sagesse stoïcienne cherche un juste milieu, remettant en question et vérifiant sans se fermer à de nouvelles expériences. Un scepticisme sain encourage également la connaissance de soi. En nous remettant en question, nous démêlons les autotromperies et les rationalisations, facilitant ainsi la croissance personnelle, une valeur fondamentale du stoïcisme. En bref, un scepticisme sain va au-delà du doute. C'est un engagement actif envers la vie. Il nous enseigne que l'acceptation passive est incompatible avec la croissance et que la vraie sagesse réside dans la capacité de remettre en question le monde et nous-mêmes pour parvenir à une vie pleine et authentique. Préparez-vous à partir. Dans le stoïcisme, se préparer à s'éloigner de situations, de relations ou d'environnements qui ne sont plus bénéfiques est une manifestation de sagesse et de maîtrise de soi. Ce principe implique non seulement le courage d'affronter l'inconnu, mais aussi une profonde compréhension de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne contrôlons pas les actions des autres ou les circonstances extérieures, nous pouvons choisir comment nous comporter avec eux et quand il est temps de suivre une autre voie. Le détachement stoïcien n'est pas un manque d'engagement, mais plutôt une reconnaissance sereine des limites de notre contrôle. Cela nous permet d'affronter le changement avec sérénité et force, en abandonnant ceux qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à notre croissance personnelle. S'éloigner commence par la connaissance de soi et l'appréciation personnelle. C'est comprendre que nous méritons des relations et des situations qui respectent nos valeurs et favorisent notre dignité. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Connaître notre valeur nous permet de rejeter les contextes qui la sous-estiment. Cette décision exige force intérieure et résilience, nous donnant les moyens de faire face aux adversités du changement. Il s'agit d'un choix serein et délibéré, basé sur la clarté de nos valeurs et la conscience d'environnements enrichissants méritants. L'incertitude peut être intimidante, mais le stoïcisme nous rappelle que la croissance personnelle vient du fait de surmonter l'inconnu. Décider de s'en aller ne ferme pas les portes, mais ouvre plutôt un espace à de nouvelles opportunités et expériences, favorisant la croissance et la transformation. Se préparer à partir est une pratique de détachement conscient qui reflète l'amour de soi et le respect. Cela nous rappelle notre droit et notre responsabilité de rechercher des contextes et des relations qui nous valorisent et contribuent à notre développement. Ce principe stoïcien nous guide vers une vie plus significative et plus épanouissante, basée sur nos convictions les plus profondes. Le pouvoir du non. Le stoïcisme, axé sur la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi, souligne l'importance de dire non. Ce mot, bien que simple, reflète la force et l'autonomie personnelle.
Dire non. Ce n'est pas seulement refuser, mais affirmer nos valeurs et nos limites, déclarer qui nous sommes et ce que nous considérons comme important. Le stoïcisme promeut une vie en harmonie avec la nature et la raison, en alignant les actions sur les principes moraux. Dire non est crucial pour maintenir cet alignement, surtout lorsque ce qui nous est demandé contredit nos valeurs. Faire preuve de maîtrise de soi nous protège des désirs et des pressions qui nous détournent de notre chemin. Dire non demande du courage face à d'éventuels conflits ou rejets. C'est essentiel pour établir des limites saines dans les relations personnelles et professionnelles. Les stoïciens nous rappellent que notre obligation première est envers nous-mêmes et envers notre vertu. Dire non reflète le respect de soi et la défense de notre autonomie. C'est aussi un acte d'estime de soi, reconnaissant notre droit de rejeter les demandes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Cela nous libère du besoin d'approbation extérieure et nous permet d'agir selon notre conscience et nos principes. Dire non nous permet de vivre de manière authentique, en alignant nos paroles sur nos actions. Le stoïcisme enseigne que l'authenticité profite à notre paix intérieure et construit des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Le pouvoir de dire non nous donne la liberté de choisir notre chemin, de consacrer du temps à ce qui compte et de rejeter ce qui nous empêche de mener une vie vertueuse. Cette pratique, bien que stimulante, nous renforce, nous responsabilise et nous aligne avec l'essence du stoïcisme, la poursuite d'une vie guidée par la raison, la vertu et le respect de soi. En acceptant le non, nous nous engageons à faire preuve d'intégrité et d'authenticité, en progressant vers l'excellence morale. Accepter les imperfections. Le stoïcisme nous apprend à accepter sereinement la vie, y compris ses imperfections. Cette philosophie nous guide pour affronter les défis avec force et accepter nos propres imperfections et celles des autres. Dans les relations, cette acceptation est particulièrement transformatrice, car elle nous invite à reconnaître que la perfection est une illusion et que la véritable connexion repose sur l'acceptation des vulnérabilités et des erreurs. La recherche de la perfection mène à la frustration. Le stoïcisme valorise l'authenticité plutôt que la perfection. Accepter les imperfections nous libère des attentes irréalistes et nous permet de trouver la beauté dans le caractère unique de chaque expérience et relation. Accepter nos imperfections avec compassion nous permet d'étendre cette compréhension aux autres. En reconnaissant que nous faisons tous de notre mieux, nous pouvons favoriser une connexion plus empathique. La compassion stoïcienne n'est pas une résignation, mais une reconnaissance active de notre humanité commune. Les imperfections sont des opportunités de croissance personnelle et relationnelle. En faisant face à nos échecs, nous apprenons et nous améliorons continuellement. Les relations significatives sont celles dans lesquelles nous pouvons évoluer ensemble, en nous soutenant mutuellement. Faire preuve de vulnérabilité et admettre ses erreurs demande de la force. La vulnérabilité est considérée comme une expression d'authenticité et de force de caractère. Vous invite à construire des relations basées sur la confiance et la sincérité. L'amour stoïcien est basé sur l'acceptation de nous-mêmes, des autres et de la vie imparfaite. En acceptant les imperfections, nous cultivons des relations résilientes et enrichissantes. Reconnaître nos défauts et nos fragilités invite à la croissance, à la connexion et à un amour profond. Adopter une approche stoïque de nos relations implique l'acceptation, la compréhension et l'amour inconditionnel. Nous nous engageons sur un chemin d'authenticité et de compassion, trouvant la force et la beauté dans l'imperfection et vivant de manière authentique et connectée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.
Dans un monde où nous sommes bombardés de bruit sur ce que signifie se démarquer, être vu et entendu, il est facile d'oublier le profond pouvoir du silence. Les anciens stoïciens l'avaient bien compris. Dès le début, ils ont compris la force qui réside dans le calme, le genre de force qui attire les gens sans dire un seul mot. Imaginez-vous entrer dans une pièce et, sans essayer, vous devenez le point central. Non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus flamboyant, mais parce que vous portez une présence si captivante que c'est comme si vous disiez beaucoup de choses sans rien dire du tout. Ce n'est pas seulement une question de légende ou de philosophie ancienne, c'est une réalité que vous pouvez réaliser aujourd'hui. Plongeons dans l'essence de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de faire une entrée, il s'agit de laisser une impression durable, aussi naturelle que respirée. Donc, si vous vous êtes déjà senti éclipsé dans un monde qui ne peut s'empêcher de parler, le moment est venu d'apprendre à laisser votre silence parler plus fort que les mots. Découvrons les secrets pour devenir magnétiques sans effort, pour attirer l'attention sans essayer, tout au long de l'art ancien du charme stoïque. Si vous appréciez le voyage que nous entreprenons ensemble, explorant les profondeurs du silence et de la sagesse, faites-moi une simple faveur et cliquez sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas que si vous avez déjà eu l'impression d'être différent de la majorité, ce message est fait sur mesure pour vous. Alors assurez-vous de ne sauter aucune partie de la vidéo, vous êtes l'exception que nous attendions. Numéro 1. Le pouvoir d'être vous. À quelle fréquence masquons-nous nos pensées? Faisons-nous taire nos intérêts ou modifions-nous nos opinions juste pour nous intégrer? Nous y avons tous été. Mais le stoïcisme nous ramène à notre chemin authentique, nous disant que la qualité la plus magnétique que nous possédons est notre authenticité. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes en harmonie avec votre nature, et cette résonance profonde attire votre entourage. C'est comme envoyer un signal disant « c'est moi », sans filtre ni excuse. Cette vérité est magnétique. Être vous-même signifie accepter vos bizarreries, vos passions et vos vulnérabilités et rester ferme dans vos convictions, même lorsque le monde essaie de vous influencer dans une autre direction. Les stoïciens valorisaient avant tout la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre selon ces vertus, guidé par votre boussole morale interne, vous rend non seulement attrayant pour les autres, mais vous rapproche également de la tranquillité d'esprit et du bonheur personnel. Comment commencer à accepter le pouvoir d'être vous-même? Cela commence par une introspection. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos passions et vos limites. Réfléchissez à ce qui vous fait vous sentir vivant et à la manière dont vous pouvez aligner vos actions sur votre véritable moi. Ensuite, exprimez ce vrai moi au monde. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde, mais d'être réel, cohérent dans vos paroles et vos actions, et de vous présenter comme vous-même authentique au quotidien. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. Ne passez pas votre vie à réfléchir à ce qui rend quelqu'un attirant. Embrassez votre authenticité, vivez selon vos vertus et laissez briller votre véritable personnalité. Dans un monde qui valorise la conformité, votre authenticité est votre super pouvoir, attirant les gens doucement et profondément. Numéro 2. Prendre soin de soi reflète l'estime de soi. Dans un monde qui nous pousse souvent à donner la priorité à tout et à chacun avant nous-mêmes, il existe un acte de rébellion silencieux mais radical qui peut transformer nos vies. Prendre soin de soi. Cela va bien au-delà d'une journée au spa ou de s'offrir quelques friandises. Il s'agit de prendre délibérément soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une responsabilité de maintenir notre bien-être. Les stoïciens croyaient à la valeur de soi et à l'importance d'être à son meilleur, parce que
car ce n'est qu'à partir d'un lieu de force et de bien-être que nous pouvons contribuer efficacement au monde, vivre selon nos valeurs et remplir nos devoirs envers les autres. Prendre soin de soi, d'un point de vue stoïcien, montre le respect de la vie, de notre corps et de notre esprit. Il est crucial de reconnaître que notre capacité à penser, ressentir et agir selon nos principes est liée à la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Lorsque nous accordons la priorité à notre santé et à notre bonheur, nous sommes mieux préparés à relever les défis avec résilience et sagesse. Prendre soin de soi ne concerne pas seulement la santé physique, mais aussi un esprit sain et une résilience émotionnelle. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, de s'engager dans une réflexion réflexive et de rechercher des activités qui nous enrichissent intellectuellement et spirituellement. Cette approche holistique garantit que nous sommes prêts à affronter la vie de manière significative. Numéro 3. L'art du langage corporel. C'est fascinant à quel point nous pouvons communiquer sans dire un seul mot. Notre posture, nos gestes et nos mouvements envoient des signaux à notre entourage. Le stoïcisme nous enseigne le contrôle et la conscience, non seulement de notre esprit, mais aussi de notre corps, garantissant que nos expressions externes reflètent nos états internes. Ainsi, le langage corporel stoïcien ne consiste pas à manipuler des gestes, mais plutôt à aligner les mouvements externes avec des vertus et des intentions internes, obtenant ainsi une cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Maintenir une bonne posture vous donne non seulement une apparence confiante, mais c'est aussi une manifestation physique du respect de soi et de la dignité personnelle, des qualités valorisées dans le stoïcisme. Se tenir droit, les épaules en arrière et la tête haute, transmet confiance et dignité à vous-même et au monde. Cette posture attire naturellement les gens, créant une aura d'accessibilité et de fiabilité. Au-delà de la posture, les subtilités de nos expressions faciales, la chaleur d'un sourire et la sincérité du contact visuel sont profondément communicatives. Ils peuvent combler les écarts, permettant aux autres de se sentir vus et compris sans mots. Un sourire sincère peut désarmer les cœurs et un contact visuel sincère peut forger des liens profonds. Le stoïcisme nous encourage à être présents et conscients à chaque instant, étendant cela à notre langage corporel. Être vraiment présent signifie être conscient de la façon dont nous interagissons physiquement avec les autres. Notre langage corporel doit refléter des sentiments et des intentions authentiques, faire preuve d'empathie, d'ouverture et de volonté de participer. Cette approche consciente de la communication non verbale encourage de véritables interactions et relations basées sur la confiance et le respect. Pour appliquer ces principes, commencez par la conscience de soi. Surveillez vos signaux non verbaux. Êtes-vous présent dans vos interactions ou fermé sans vous en rendre compte? Vos gestes sont-ils ouverts et accueillants ou érigent-ils des barrières? Entraînez-vous à être dans l'instant présent, à être attentif à la personne avec laquelle vous interagissez et à laisser votre langage corporel s'exprimer avec sincérité et intention. Numéro 4. Un parfum à retenir. C'est incroyable à quel point un seul parfum peut nous transporter dans le temps, évoquer des émotions ou même façonner notre perception de quelqu'un. Le choix d'un parfum ou d'une eau de Cologne va au-delà du simple choix. Il s'agit de sélectionner un parfum qui devient partie intégrante de votre identité, laissant une impression durable sans avoir besoin de mots. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de notre vie, y compris le choix d'un parfum. Cela doit correspondre à qui vous êtes et à l'impression que vous souhaitez laisser plutôt que de suivre les tendances ou les marques chères. Un parfum distinctif n'est pas seulement un accessoire, c'est une déclaration personnelle, une façon subtile mais puissante d'exprimer votre unicité.
Tout comme les stoïciens croient à l'importance de nos actions et de nos paroles reflétant nos vertus intérieures, un parfum soigneusement choisi peut refléter votre personnalité, votre humeur et vos aspirations. C'est une empreinte olfactive qui dit « c'est moi », créant une mémoire sensorielle chez ceux que vous rencontrez. Le choix de ce parfum nécessite toute une attention. Cela implique de comprendre les arômes qui vous attirent, la manière dont ils se mélangent à la chimie de votre corps, les environnements que vous fréquentez et le message que vous souhaitez transmettre. Vous souhaitez évoquer le calme et la fiabilité. Peut-être un parfum propre et frais. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme d'un audacieux et d'un aventureux? Ensuite, des notes épicées ou boisées pourraient être votre choix. La clé est la cohérence, garantissant que votre choix de parfum est une extension de votre personnalité et de vos valeurs, ainsi que du principe stoïcien de vivre en harmonie avec votre vraie nature. La retenue stoïcienne s'applique ici aussi. Il ne s'agit pas d'envahir avec un arôme intense, mais d'en choisir un qui invite à se rapprocher, qui murmure au lieu de crier. C'est un parfum qui dure, laissant une marque subtile mais indélébile, à l'image de l'impact discret mais profond que nous espérons avoir sur le monde à travers nos actions et nos choix guidés par le stoïcisme. Numéro 5. Des manières qui fascinent. À une époque où la communication numérique élimine souvent les nuances des interactions personnelles, les bonnes manières offrent un pont vers une véritable connexion humaine. Mais lorsque nous parlons de manières qui fascinent, nous entendons quelque chose de plus profond que de simplement dire « s'il vous plaît » et « merci ». Il s'agit de la façon dont la grâce de nos interactions peut laisser une impression durable, semblable à la sagesse stoïcienne qui nous guide à agir avec vertu et respect dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu, la maîtrise de soi et l'empathie, s'aligne parfaitement sur le concept de manière fascinante. Il ne s'agit pas seulement de suivre des protocoles sociaux concernant les apparences, mais d'incarner le respect, la gentillesse et la considération envers les autres à travers nos actions. Cet alignement entre les principes stoïciens et le comportement envers les autres crée un attrait puissant mais calme, signalant que nous sommes non seulement conscients de nos actions, mais que nous respectons profondément ceux avec qui nous interagissons. Écouter véritablement quand quelqu'un parle, s'engager pleinement sans distraction, est un acte de présence qui communique que nous valorisons la personne et le moment partagé. Ce comportement simple mais profond trouve un écho dans une société souvent déconnectée. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'empathie. Lorsque nos manières sont empreintes d'une véritable empathie, nous pratiquons les vertus stoïciennes de manière compréhensible. Ces actes de gentillesse et d'empathie nous rendent non seulement plus sympathiques, mais ils attirent également les gens, créant un aimant de chaleur et une véritable connexion. Les subtilités des manières, telles que la navigation avec grâce dans les interactions sociales, reflètent la pleine conscience et le respect de la situation et de l'entreprise. Le stoïcisme nous apprend à interagir avec le monde de manière réfléchie, montrant que nous nous soucions suffisamment de nos actions et que nous respectons les règles tacites qui ouvrent la voie à des interactions significatives. Numéro 6. Soyez ici, maintenant. Être pleinement présent n'est pas seulement un conseil, c'est un appel à l'action, un remède aux interactions superficielles de notre monde au rythme effréné. Cette idée se connecte à merveille avec la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur la vie dans le présent et sur l'appréciation du moment tel qu'il estimate. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Appliqué à nos interactions, cela signifie leur accorder toute notre attention, se libérer des regrets passés ou des angoisses futures. Il s'agit de s'engager avec le cœur, avec un sentiment de présence qui dit « Tu es important pour moi et il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être ». Ce type d'attention
peut transformer même l'interaction la plus banale en une connexion significative. Être présent implique bien plus qu'apparaître physiquement. Cela nécessite un engagement actif dans l'ici et maintenant, une écoute non seulement pour répondre, mais aussi pour vraiment comprendre. C'est la différence entre parler à quelqu'un de distrait et parler à quelqu'un qui est concentré sur vous, vous donnant le sentiment d'être vu et entendu. Cette dernière peut laisser une impression durable, créant une chaleur et une authenticité irrésistibles. Comment cultiver cette présence dans un monde qui rivalise pour attirer notre attention? Cela commence par la pleine conscience, la conscience de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement sans jugement. En étant plus conscients, nous pouvons nous recentrer sur le présent. C'est une compétence qui s'améliore avec la pratique et la patience. De plus, le stoïcisme nous encourage à apprécier la beauté du moment présent. Chaque interaction est une opportunité de se connecter, d'apprendre et de grandir, enrichissant nos vies et touchant ceux qui nous entourent. Être présent, c'est aussi être vulnérable, se permettre d'être vu et de voir les autres sans bouclier. Il s'agit d'abandonner la façade et de se connecter au niveau humain, en reconnaissant que nous recherchons tous la compréhension et la connexion. Cette vulnérabilité brise les barrières et renforce la confiance, créant ainsi des relations plus profondes et plus significatives. Numéro 7. Une touche de mystère. Parfois, moins c'est plus. Ce concept, enraciné dans la sagesse du stoïcisme, nous enseigne la valeur de la modération et le pouvoir de garder certaines choses pour soi. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de choisir délibérément ce que nous révélons et à quel moment. Ce partage sélectif crée une attraction qui invite les gens à en apprendre davantage sur nous. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la réflexion intérieure et la croissance personnelle, nous encourage à développer notre caractère plutôt que de rechercher une validation externe. En ne montrant pas toutes nos cartes, nous invitons les autres à creuser plus profondément, à voir au-delà de la surface. C'est une invitation subtile à l'exploration, soulignant qu'il y a plus à nous que ceux que l'on voit. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de construire une façade, mais plutôt de laisser notre complexité se déployer naturellement au fil du temps. Imaginez un livre qui révèle ses secrets, couche par couche. Qu'est-ce qui vous captive le plus ? La même chose se produit dans les interactions personnelles. Une touche de mystère transforme une conversation en une découverte intrigante, faisant de chaque interaction un chapitre d'une histoire que d'autres veulent continuer. Pour atteindre cet équilibre, commencez par être attentif à ce que vous partagez et à votre intention. Partagez avec détermination, sans remplir le silence ou sous pression. Cela nécessite la maîtrise de soi, vertu stoïcienne, pour être ouvert sans perdre le mystère. Valorisez la qualité des relations plutôt que la quantité, en comprenant que les relations profondes reposent sur la découverte et le respect mutuel. Adopter une touche de mystère reflète le respect de notre monde intérieur. Reconnaissant que certaines pensées et certains rêves sont précieux et prennent un sens lorsqu'ils sont partagés de manière réfléchie. Cette approche nous apprend à écouter davantage et à nous engager véritablement avec les autres, créant une dynamique réciproque qui enrichit les deux côtés de la conversation et favorise une véritable curiosité et une véritable connexion. Numéro 8. Cultiver la sagesse culturelle. Il ne s'agit pas seulement de connaître des faits ou de nommer des capitales, mais aussi de comprendre l'âme des différentes cultures, d'apprécier leurs traditions, leurs luttes et leurs joies. Il s'agit d'un voyage pour élargir nos horizons, guidé par la recherche stoïque du savoir et la vertu de la sagesse, en cultivant un état d'esprit global qui célèbre la diversité et favorise l'empathie. Le stoïcisme nous encourage à développer une perspective au-delà de nos expériences immédiates, à apprendre du monde et à voir l'humanité commune chez tous. En cultivant la sagesse culturelle,
nous nous mettons à la place des autres et explorons la riche tapisserie de la culture humaine. Cela élargit nos perspectives et brise les barrières qui nous divisent. La sagesse culturelle enrichit nos conversations et nos interactions. Partager une histoire d'une culture différente ou exprimer sa compréhension dans une autre langue crée des ponts et montre du respect pour les expériences des autres, valorisant la diversité comme une réalité vécue. Vous n'avez pas besoin d'être un grand voyageur ou d'avoir une connaissance encyclopédique de chaque culture. Il s'agit de cultiver la curiosité, l'ouverture d'esprit et un véritable intérêt pour l'apprentissage des divers modes de vie du monde. Le stoïcisme, qui met l'accent sur l'auto-amélioration, s'aligne sur la recherche de la sagesse culturelle. S'exposer à différents points de vue et philosophies remet en question nos hypothèses, affronte les préjugés et nous fait grandir en empathie. C'est une forme d'auto-éducation qui fait de nous des individus plus compatissants et plus équilibrés, capables d'interagir de manière significative avec le monde. Comment cultiver cette sagesse culturelle? Commencez par de petites étapes. Lire des livres d'auteurs du monde entier, regarder des films qui ouvrent une fenêtre sur des vies différentes, interagir avec l'art et la musique de diverses cultures. Rechercher des conversations qui élargissent notre compréhension et nous font sortir de notre zone de confort. Chaque rencontre culturelle et connaissance acquise enrichit notre perspective et améliore notre capacité à nous connecter avec les autres. Numéro 9, la compassion connecte. La compassion ne consiste pas seulement à se sentir désolé pour quelqu'un, mais aussi à comprendre véritablement ses expériences, ses joies et ses luttes, et à se connecter à un niveau émotionnel profond. C'est le pont qui unit nos cœurs, nous permettant de voir au-delà de nos différences et de reconnaître l'humanité partagée qui nous unit tous. Dans le stoïcisme, la compassion occupe une place particulière, reflétant les principes d'empathie, de communauté et d'interdépendance. Cela nous enseigne l'importance de reconnaître nos liens communs et d'étendre notre compassion au-delà de notre cercle immédiat vers la communauté et le monde. C'est un appel à agir de manière significative face à ces sentiments. Lorsque nous abordons les autres avec compassion, nous leur offrons plus que de la sympathie. Nous leur offrons du temps, de l'attention et du soutien. Cet acte de donner et d'alléger le fardeau d'autrui est une qualité magnétique qui attire les gens vers nous, créant de la chaleur et de la profondeur dans nos relations. La compassion n'est pas toujours facile. Cela nécessite de faire face à notre propre mal-être, de s'asseoir avec la douleur des autres sans se précipiter pour proposer des solutions rapides et d'écouter profondément pour comprendre avant de chercher à être compris. Cet engagement peut être difficile mais gratifiant, car il nous aide à alléger nos fardeaux et à enrichir notre propre vie. De plus, la compassion favorise l'appartenance et la communauté dans un monde qui peut souvent se sentir isolé. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Ce sentiment de connexion est fondamental et rend la compassion puissante pour construire des relations profondes et durables. Pratiquer la compassion requiert de la vulnérabilité, de s'ouvrir à être affecté par la souffrance des autres et à ressentir leur douleur comme la nôtre. Cette vulnérabilité démontre une ouverture émotionnelle et une authenticité, attirant les autres d'une manière que les interactions superficielles ne peuvent pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.